Je m'appelle Julie Lavigne, je suis de l'UQAM. Je suis une historienne de l'art perdue dans un département de sexologie. Donc, voilà. Je vais vous présenter notre premier conférencier, Olivier Tremblay. Donc, Olivier Tremblay est candidat au doctorat en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur la mise en fiction cinématographique et télévisuelle de l'inaccomplissement, c'est facile à dire, du passage à l'âge adulte dans la production états-unienne contemporaine, envisagée dans une perspective politique et intermédiale. Sa présentation s'intitule « Sensibilité queer au télémélodrame de l'hétéro-maturation, les personnages de LG de 13 Reasons Why ». Est-ce que la... Oui, c'est la même. Merci. Merci d'être ici. Ça a été vraiment un plaisir ce matin. Je suis vraiment contente de participer à ce magnifique colloque. Donc, pour contextualiser un peu, j'ai préparé ma communication en périphérie de mes recherches doctorales qui portent, comme on vient de le dire, sur la médiation cinématographique et télévisuelle du sentiment d'inintégration au monde adulte dans un corpus états-unien contemporain. Mon projet implique une certaine déconstruction de la notion psychologique de maturité, au fin de laquelle je mobilise notamment les études queer. C'est un peu sur ce sujet-là que j'ai eu envie avec ce sujet-là que j'ai envie de jouer ici aujourd'hui. En me penchant pour l'occasion sur une série hors corpus, soit la série pour ados 13 Reasons Why, qui est diffusée sur Netflix depuis 2017. Je l'ai choisie précisément parce qu'elle présente une vision très moralisatrice et psychologisante de la maturité, mais en même temps pleine d'ambiguïté, qui se manifeste entre autres autour des personnages lesbiennes et gays. Parmi les principaux personnages secondaires de 13 Reasons Why, c'est-à-dire ceux qui jouent un rôle dans le récit central et qui ont un certain développement narratif de leur côté, on compte un personnage lesbienne, Courtney, et deux personnages gays, Tony et Ryan. Les trois sont assez différents, viennent de milieux différents, ont différents storylines, mais les trois ont une identité sexuelle très stable, exclusivement homosexuelle, donc on n'est quand même pas dans un contexte queer, à proprement parler. Si on peut dire proprement en parlant de queer. Dans l'introduction de son ouvrage Heteroal Queer, Amy Villarejo, qui a été mentionné ce matin, invite les études télévisuelles queer à se distancier un peu des enjeux de représentation et de visibilité pour s'intéresser à d'autres dimensions du médium télévisuel. L'idée étant de complexifier notre compréhension d'une technologie dont l'impact sur la sphère publique, la vie sociale et les subjectivités va bien au-delà du fait de refléter ou pas telle ou telle réalité, bien que ça passe aussi par ça. Discuter des représentations est certainement une occasion de corriger des ignorances et des préjugés qui circulent dans l'imaginaire collectif, mais après, il reste une tonne d'autres questions concernant les manières multiples dont la télévision médiatise notre rapport au monde, au temps, à l'espace, aux autres, à nous-mêmes. Je vais m'interroger pour ma part sur la manière dont la télévision médiatise l'idée, mais aussi le sentiment de ce qu'on appelle la maturité en un sens psychologique. Dans son ouvrage « In a Queer Time and Place », Jack Halberstam désigne par la formule de maturité reproductive le modèle dominant de l'âge adulte, à savoir un modèle hétéronormatif, principalement structuré autour de la procréation et de la fondation d'un ménage. Ce qu'on entend communément par la vie adulte correspond à une catégorie normative extrêmement étroite par rapport à l'éventail des parcours de vie possibles. Je propose pour ma part d'envisager la maturité comme un dispositif au sens foucaldien, c'est-à-dire comme un agencement stratégique de discours normatifs sur la vie adulte, de savoirs qui les naturalisent, de pratiques à travers lesquelles ils s'implantent et se concrétisent, de manière non seulement à orienter nos choix et nos actions, mais aussi à pathologiser certains modes de vie, certains comportements, certaines sensibilités, et à sommer des sujets de se parfaire en conséquence. Le dispositif de maturité est ce qui produit socialement l'immaturité en tant qu'infériorité psychologique et morale. Pour rester dans le vocabulaire foucaldien, je suggère d'envisager la télévision comme une technologie de maturation. Je m'inspire de Teresa de Recis qui, à la suite de Foucault et des théories féministes du cinéma, désigne le cinéma comme une technologie du genre, en ce sens où le cinéma contribue, avec d'autres technologies sociales relativement indépendantes, les unes des autres, à produire le genre en tant que représentation. Dans le même ordre d'idée, je désigne la télévision comme une technologie de maturation pour signaler une interaction avec le dispositif normatif de la maturité, mais aussi une part d'indépendance, c'est-à-dire que l'interaction ne se fait pas dans un rapport stable ni univoque. Notamment parce que la télé ne produit pas que du discours et de la signification, mais joue énormément sur l'émotion et le pathos, qui ne vont pas toujours de pair avec la logique qu'un dispositif s'efforce d'établir.
Pour la suite de ma présentation, je propose d'esquisser une analyse de quelques scénarios de maturation dans la série 13 Reasons Why et de questionner l'interaction parfois ambiguë entre ces scénarios fictionnels chargés de pathos et des modèles normatifs de la maturité psychologique. Je vais donc résumer brièvement la série dans un premier temps, puis ensuite présenter 3 pistes de réflexion en partant d'une attention apportée tour à tour aux personnages LG, soit Courtney, Tony et Ryan. Je vais commencer par présenter un petit bout du trailer pour qu'on ait une idée de quoi ça a l'air. Hey. Hannah, I'm not going. Not now. Not ever. Why didn't you say this to me when I was alive? My husband and I, we never got a note. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Holy shit. Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. This is a wild game of survival. Is Hannah telling the truth? Je vais l'arrêter ici. Donc ça donne un peu le ton. On a quelque chose de quand même très hyper dramatique. Ça marche. Donc le personnage de la série est Clay Jensen, un adolescent un peu nerd et socialement awkward, qui un beau jour trouve une boîte contenant des cassettes audio laissées à son intention. Il s'avère que les cassettes ont été enregistrées par une amie de Clay, Anna Baker, juste avant que celle-ci ne s'enlève la vie. Anna y raconte les 13 raisons qui l'ont mené au suicide, chaque récit étant adressé à une personne qu'elle tient coupable de ce qui lui est arrivé. Chaque épisode est ainsi consacré à l'une des 13 raisons et donc au rôle d'un des personnages secondaires, incluant Courtney et Ryan. À mesure que Clay écoute les cassettes, on entend avec lui la narration d'Anna tout en découvrant son passé à travers de longs flashbacks. Donc, sans résumer chacune des 13 raisons, en gros, Anna a été victime de slut-shaming, de rejet, de harcèlement et ultimement d'agression sexuelle. Clay est profondément bouleversé en entendant l'histoire d'Anna, d'autant plus qu'il était amoureux d'elle et n'a aucune idée de ce qu'il a fait pour participer à sa mort. Finalement, spoiler, Clay n'avait rien à se reprocher, Anna lui fait au contraire une genre de déclaration d'amour sur sa cassette, justement parce que lui, selon elle, est différent. Lorsqu'il finit par apprendre que Anna a été violée, Clay, révolté, décide de lui faire justice en essayant de faire arrêter son agresseur, Bryce Walker, le grand méchant de la série, qui est l'incarnation même de la masculinité toxique. C'est le mâle alpha de l'école, il est riche, sportif, séducteur, il n'a aucun remords à s'approprier le corps des femmes, une sorte de sociopathe clairement là pour être détesté. La série raconte donc principalement le coming of age de Clay, qui devient un homme en surmontant l'épreuve du deuil d'Anna, mais aussi en affrontant Bryce. Il y a donc une confrontation entre deux masculinités hétéros, la masculinité toxique de Bryce et la masculinité héroïque à laquelle Clay accède dans sa quête de justice. La position de victime qu'occupe Anna est structurellement nécessaire au coming of age héroïque de Clay, motivé par la blessure amoureuse. Même si la série s'attaque à la masculinité toxique, on demeure dans un paradigme sexiste et hétérocentrique dans lequel la fille hétéro est la victime et le garçon hétéro est le justicier. Pour les autres personnages impliqués dans la mort d'Anna, le coming of age passe par l'épreuve de leur culpabilité, la maturité étant alors assimilée à la responsabilisation personnelle ainsi qu'à la capacité de se corriger. C'est sous cet angle que le personnage de Courtney et Ryan sont intégrés à l'intrigue, tandis que Tony joue un rôle un peu plus particulier sur lequel j'élaborerai tantôt. Je propose qu'on se penche d'abord sur le rôle de Courtney. Pour faire une histoire très courte, Courtney est une fille parfaite en apparence, populaire, un certain cliché dans les séries pour ados, mais qui cache forcément un secret. Donc elle est secrètement lesbienne et tourmentée intérieurement parce qu'elle craint de perdre le respect des autres si ça se sait. En même temps, son secret l'empêche de s'épanouir sexuellement et sentimentalement. Donc dans la deuxième saison, heureusement, elle sort du placard et tout se passe pour le mieux pour elle. Personne ne la rejette, elle se fait une copine, trouve le bonheur et disparaît de l'histoire en gros.
Son accession à la maturité passe donc directement par son coming out. Dans son article She's Finally Accepted Herself, Coming Out in the New World Times, Stephanie Dickler analyse ce type de scénario de plus en plus présent dans la culture populaire, dans lequel le coming out est reçu avec une acceptation immédiate et évidente de la part des pairs. La morale de l'histoire est alors que, depuis le début, la personne qui avait peur de ne pas être acceptée par les autres était en vérité celle qui ne s'acceptait pas elle-même. Pour lire la citation de Claire, que j'ai traduite, elle écrit « Encore et encore, le problème avec les identités gays et lesbiennes est imaginé comme étant non pas la queeritude de quelqu'un, mais plutôt son manque potentiel d'acceptation de soi. En fait, ce manque peut être envisagé comme une nouvelle forme de queeritude qui n'est pas liée nécessairement à la violation des normes sexuelles ou de genre, mais à la violation d'un nouvel ensemble de normes concernant l'affirmation de soi et la transparence, des normes dont la mise en acte est spécialement valorisée dans la culture néolibérale. » Selon Claire, dans ce scénario, l'homophobie est niée en tant que réalité sociale pour être bizarrement déplacée dans la tête des personnes LG, sous forme d'un mélange d'homophobie intériorisée et de peur irrationnelle. Le placard est complètement psychologisé, imaginé comme un conflit intérieur. Plutôt que le désir homosexuel en tant que tel, c'est le soi-disant manque d'acceptation de soi qui fait alors l'objet d'une pathologisation, toujours selon un paradigme hétérosexiste, dans la mesure où personne suppose que les straights ne s'acceptent pas et personne ne leur demande de faire un coming out pour prouver le contraire. L'homosexualité est encore imaginée comme un problème que l'hétérosexualité ne serait pas, seulement ça devient un problème avec soi-même, détaché des circonstances extérieures. Il y a un problème qui se résout par la transparence et l'auto-affirmation, les qualités essentielles d'un bon sujet néolibéral. J'ajouterai qu'en regard de l'association de coming out et coming of age, la psychologisation du placard est conséquente avec l'individualisation du passage à l'âge adulte dans le discours de la maturité psychologique, moyennant également la négation des circonstances extérieures. Je propose donc de voir comment ça se joue dans la série. D'abord, il faut expliquer que Courtney se mérite une cassette pour avoir propagé des rumeurs mensongères à propos d'Anna dans le but de protéger le secret de sa propre homosexualité. Donc, elle est accusée finalement d'être malhonnête, non pas parce qu'elle est dans le placard, mais le fait qu'elle soit dans le placard est directement lié au fait qu'elle mente quand même. Donc, à partir du moment où les mensonges de Courtney sont directement liés au suicide d'Anna, les difficultés qui motivent sa réticence à sortir du placard sont complètement éclipsées, rendues triviales en comparaison. La mise en intrigue du placard de Courtney déplace ainsi l'enjeu sur le terrain de la morale. Son accession à la maturité prend la forme d'une rédemption, alors que sa sortie du placard lui permet finalement de se libérer de ses mensonges et de sa culpabilité. Je propose de voir un extrait. You think you can just throw me under the bus? Yeah, everyone already thinks she's a slut, so why not just pile on? People were starting to talk. I had to do something. Yeah, well, you didn't have to do that. I'm sorry. No, I want to be a friend, Courtney. I have been a friend to you, and this thing that you're so scared for people to know about you doesn't matter to me. Okay, it doesn't fucking matter. And I am sorry if you're scared, but I'm not your shield, okay? You don't get to hide behind me. You don't get to fuck with my life because you don't like who you are. Puis juste pour préciser, Clé n'est pas réellement là à ce moment-là, c'est comme il s'imagine le passé. Donc on voit tous les clichés que j'ai mentionnés plus tôt, là, comment est-ce qu'elle s'accepte pas, puis l'autre l'accepte. Donc on voit comment le statut de victime de Anna la pose en position de supériorité morale sur Courtney. Aussi comment Anna se réclame implicitement d'une plus grande maturité en précisant qu'elle-même n'a aucun problème avec l'homosexualité de Courtney, tandis que Courtney est supposément incapable de s'accepter. Dans le contexte, Anna lui dit ça non pas pour la soutenir, mais pour la culpabiliser davantage. Le recours au pathos a comme effet de produire une structure narrative moralisante qui oppose la victime au coupable et ramène les enjeux à des torts individuels de manière conséquente avec l'idée de maturité psychologique comme responsabilité personnelle.
Toutefois, en prenant un pas de recul pour mieux analyser la situation qui nous est racontée, on se rend compte que Hannah n'est pas directement victime des mensonges de Courtney. Elle est victime d'intimidation alimentée par ces mensonges. Autrement dit, elle est victime d'une culture de slut-shaming qui n'est certainement pas le fait d'un seul individu. Ni donc une affaire de morale ou de maturité personnelle. Le drame du placard détourne l'attention de l'arrière-fond socioculturel finalement beaucoup plus déterminant, mais la série nous offre néanmoins du matériel pour mettre en perspective sa propre morale de la maturité, moyennant un regard un peu plus critique. Je propose de passer maintenant au personnage de Tony. Dans la première saison, Tony a principalement un rôle de mentor pour Clay. Il est le confident qui ramène Clay à la raison quand ses émotions prennent le dessus et l'accompagne dans son épreuve. Il y a même un moment où Tony amène Clay escalader une colline en guise de rite initiatique, un moment qui marque le tournant héroïque que prend ensuite la quête de Clay. Tony inculque à Clay le courage dont il aura besoin pour devenir un homme. Puisqu'il est peu commun d'avoir un personnage gay guider un personnage hétéro vers sa maturité et sa masculinité, je me suis interrogé sur la façon dont le personnage est construit de sorte à pouvoir occuper ce rôle, et sur son positionnement dans l'affrontement des masculinités hétéros que j'évoquais plus tôt. Tony est un personnage latino-américain à l'allure un peu macho, ouvertement gay quoique cette information n'est pas dévoilée dès le départ. Le personnage s'apparente un peu à ce que Carlos Ulysses de Sena appelle un sujet tacite, c'est-à-dire que sa sexualité n'est pas cachée mais n'est pas non plus affichée. Tony est par ailleurs un personnage entouré de mystères, du moins au début de la série. Une des rares choses qu'on apprend sur lui dès le premier épisode est qu'il vit à l'autre bout de la ville, ce par quoi il faut comprendre le quartier défavorisé. Du fait de ses origines sociales, Tony apparaît plus endurci, donc plus mature que les autres. Il a un passé avec la police mais s'efforce de se redresser et incarne en quelque sorte une sagesse de la rue. Sa maturité intrinsèquement liée à sa masculinité, en un mélange de virilité et de droiture, est mise en contraste avec la fragilité et l'émotivité initiale de Clay, à qui Tony sert de modèle. À d'autres égards, Tony est aussi distancié du vilain Bryce. D'une part parce que Bryce vient d'un milieu riche, mais aussi parce que Bryce est un prédateur sexuel, tandis que Tony est gay, donc inoffensif en principe, du moins pour les filles. Tony devient un confident pour Hannah justement parce que, d'après elle, c'est la seule personne qui la regardera jamais comme un objet. L'homosexualité de Tony, mise en tension avec son côté dur à cuire, qui est directement lié à ses origines sociales et au fait qu'il soit racisé, lui permet d'incarner une figure de virilité nettement distinguée de la masculinité toxique que la série essaie de dénoncer. Tony est aussi distancié de Ryan, l'autre personnage gay, qui lui est efféminé. Après l'escalade de la colline avec Clay, Tony s'étonne d'apprendre que Clay ignore qu'il est gay, ce qui est censé nous démontrer à quel point Clay est quelqu'un de naïf et de candide. Donc, Tony lui dit « Attends, pourquoi d'abord tu pensais que je me tenais avec Ryan? Pensais-tu vraiment que je serais ami avec un gars comme Ryan? » Donc, dans toute sa candeur, Clay répond par l'affirmative, puisque Tony se tenait bel et bien avec Ryan, suite à quoi Tony lui fait part de l'importante différence entre amitié et flirt. Le sous-entendu est qu'il est ridiculement naïf de penser qu'un gay masculin pourrait être juste ami avec un gay féminin. Forcément, leur relation est de l'ordre du désir. Pour mettre en valeur la masculinité de Tony, la série réitère ici une forme évidente d'hétérosexisme puisqu'elle situe à l'intérieur de la relation homoromantique entre Tony et Ryan et en même temps au fondement de la relation homosociale entre Tony et Clay, qui eux peuvent être amis puisque Clay, bien que pas spécialement viril, est bel et bien straight et pas féminin. En somme, mon hypothèse serait que Tony occupe une position médiatrice entre Bryce et Clay, autrement dit entre la masculinité toxique et la masculinité héroïque, qui toutes deux appartiennent au spectre des masculinités hégémoniques. Malgré leurs différences de caractère, notamment dans la manière dont ils traitent les femmes, Clay et Bryce sont tous deux blancs, hétérosexuels, de classe moyenne, aisée, tous deux au sommet de la pyramide patriarcale. Tony, gay, racisé, de classe ouvrière, incarne une masculinité excentrée, bien que néanmoins conventionnelle grâce à un jeu d'équilibrage. Une masculinité paradoxale qui, par un jeu de contraste, contribue à polariser les deux formes de masculinité hégémonique de telle sorte que la série puisse s'attaquer à la masculinité toxique tout en revalorisant une forme dominante de masculinité par l'intermédiaire du coming of age de Clay. Tony incarne alors à l'intérieur de la série ce que son propre paradigme de la maturité masculine nécessite justement de mettre en marge. Je propose finalement de finir avec Ryan. Ryan est le personnage gay stéréotypé, esthète, maniéré, vaniteux, narcissique. Il croise le chemin de Hannah lorsque celle-ci se joint à un club de poésie auquel lui-même participe. À ce moment-là, Hannah est déjà fâchée contre Ryan parce qu'il a publié dans son zine une liste sur laquelle les gars de l'école l'ont élu comme la fille avec le meilleur cul.
ce qui a contribué à faire d'Anna une cible de moquerie, de mépris, de harcèlement. Ryan finit par s'excuser, dit à Anna que son intention n'était pas de l'humilier, qu'il sait comment c'est, lui-même étant, dans ses propres mots, « a skinny faggot writes poems ». Ce qui m'a intéressé c'est ce lien d'humiliation entre Ryan et Anna. Sauf que pour Ryan, l'humiliation est comme son habitat naturel, tandis que Anna souffre terriblement de salissage de sa réputation. D'une part, Ryan s'en amuse avec ironie, d'autre part, il la sublime à travers sa poésie. Il semble qu'on peut voir dans cette manière de ne pas prendre l'humiliation trop au sérieux une forme particulière de maturité non hégémonique. Mais tel n'est pas le point de vue de la série. Ryan publie un poème d'Anna sans son consentement et sans se soucier des conséquences sur elle. Anna est à nouveau humiliée et Ryan est donc moralement blâmé pour son manque d'empathie. Je peux pas m'empêcher ici à la manière dont David Alperin, dans son ouvrage How to Be Gay, décrit le rapport au pathos caractéristique de la culture hétéropatriarcale. En gros, ce qu'il observe, c'est que la culture dominante fait équivaloir la sincérité avec le sérieux vis-à-vis du tragique. C'est que la souffrance ne peut être reconnue qu'en étant prise au sérieux. Conséquemment, le sérieux accordé ou non à différentes souffrances ou à différentes formes d'expression de la souffrance est un moyen de hiérarchiser des sujets souffrants. En d'autres mots, le critère du sérieux marque le clivage entre le tragique, en haut, et le pathétique ou le mélodramatique, en bas, généralement le domaine de la souffrance féminine. Dans la série, Anna est à plusieurs reprises accusée de faire du drama, un terme genré qui connote la trivialité supposée de sa souffrance, puis elle n'est prise au sérieux qu'à partir du moment où elle s'enlève la vie. À travers l'histoire de suicide, la série essaie, assez maladroitement, je pense qu'on peut en convenir, de faire voir le sérieux dans le drama. Au contraire, Ryan se délecte du drama, ce qui n'est évidemment pas sans accentuer sa gaiettitude. Toujours selon Alperin, la culture gay se caractérise en bonne partie par le fait de ne pas prendre au sérieux le sérieux, d'aborder la tragédie comme une mise en scène, le drame comme un jeu. Ça signifie pas qu'on n'y soit pas sensible, mais l'ironie autorise une forme de résistance aux mises en scène dominantes de l'accablement, un accablement toujours sélectif. Je vais lire la citation que j'ai traduit encore une fois. Pour la culture gay qui conçoit l'existence comme un jeu de rôle, l'essence comme un effet de la performance, prendre quelque chose au sérieux n'empêche pas de le traiter comme un acte. Réciproquement, si le sérieux est un acte, une performance, et si voir quelque chose comme un acte revient à ne pas le prendre au sérieux, alors la culture gay est parfaitement en même de convertir le sérieux en trivial, de rire de ce qui passe pour sérieux, de ce qui atteint au sérieux par l'excellence et la solennité même de sa mise en acte. Dans la deuxième saison, la mère de Anna, dûment accablée, demande à Ryan de l'aider à décrypter les poèmes de sa fille. Elle voudra en connaître la signification littérale, de quoi et de qui il est concrètement question derrière les métaphores. Ryan fait alors de son mieux pour aider à défaire ce qu'Anna avait fait avec son drama, avec son humiliation, lire ses poèmes non plus comme des mises en scène de ses émotions, mais essentiellement comme la mise en accusation de coupable. En aidant la mère de Anna, Ryan prouve son sens moral en se montrant sensible et sérieux. Que ce moment-là est censé nous montrer qu'il est rendu mature, finalement. Cette scène insignifiante m'apparaît emblématique de la manière dont la série elle-même s'efforce désespérément d'être littérale, d'être prise au sérieux, d'identifier des coupables, des fautes morales. Ironiquement, avec tout le pathos que sa stratégie rhétorique mobilise, 13 Reasons Why verse en plein dans le mélodrame. Comme si la série pour ados ne pouvait simplement pas résister au drama, que le dispositif de la maturité travaille précisément à dompter. D'autres lui reprocheraient du point de vue du bon goût cet excès de mélodrame, mais d'un autre point de vue, peut-être le point de vue d'un skinny faggot, je suggère d'y voir un échappatoire ironique au discours moralisant. Après tout, pour citer Martha Bonney, « Television is the world of the too much ». Joël, on peut prendre 10 minutes. Ouais. Okay. On est un petit peu en retard, mais... En fait, Olivier, vu que c'est pour ta thèse, j'ai envie de te faire juste le commentaire. Je pense que ce serait intéressant que tu ailles voir du côté des masculinités de Connell, qui parle de masculinité hégémonique, subordonnée, complice, marginalisée, parce que je pense que clairement, il y a comme une espèce de... C'était mon deuxième sujet d'examen doctoral. Parce que clairement, il y a des éléments là-dedans qui se recoupent, qui se reprennent, Je trouve très intéressant ton idée de coming out as coming of age. Je pense que c'est quelque chose qui est souvent mis en scène, mais qu'on ne voit pas expressément explicité aussi clairement. Ouais. Est-ce que dans la série, moi j'ai pas regardé, puis
la façon de présenter les exemples, c'était très présent, mais est-ce que justement, il y a beaucoup de discursivité autour du coming out dans la série? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, comme il y a beaucoup de personnes gays, Ouais. mais est-ce Ouais. que c'est un acte... Tony est déjà out, mais comme je disais, tandis que Ryan, à un moment donné, il mentionne comme quoi il est out depuis l'âge de 5 ans parce qu'il est tellement fabuleux qu'il peut pas s'en empêcher. Tu sais, il a comme jamais été in parce qu'il est trop féminin, finalement. Mais tandis que il y a vraiment le drama du coming out de Courtney qui est mis en scène, mais comme un dilemme moral à cause qu'elle est dans le placard, elle peut pas dire la vérité, elle est obligée de mentir, puis elle est obligée d'être immorale. Tu sais, c'est vraiment mis en scène comme le coming out? un enjeu dans l'histoire d'Anna, finalement. Elle, c'est son coming out à elle et pas vraiment mise en scène de son point de vue à elle, finalement. Mais tous les personnages sont dans le secret dans les 2 saisons de la série, donc ils ont tous un coming out à faire par rapport à leur secret. Et moi j'ai eu l'impression que le coming out de ces 3 personnages dont tu parlais, ce coming out-là est complètement banalisé finalement. Et finalement peut-être au profit des autres personnages hétéros qui eux aussi ont besoin de faire un coming out. Fortement problématique comme celui du violeur, hein? D'accord. Mais tout le monde est dans une phase d'auto-répression et dans la honte de soi, finalement. Ouais, Il me semble. absolument. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est dans une espèce de culpabilité, finalement, dans le fait qu'il porte quelque chose de négatif, tandis que le coming out de Courtney est présenté comme quelque chose qu'elle aurait dû faire depuis le début, parce que comme ça va de soi, c'est supposé d'être logique. Surtout qu'elle a 2 papas gays aussi. Ouais, exactement, ouais. J'ai pas précisé, mais elle a 2 pères gays là, qui sont supposés mettre l'accent sur à quel point c'est ridicule qu'elle fasse pas son coming out. Parce que justement, elle veut pas le faire parce qu'elle veut pas renforcer le cliché selon lequel les parents gays rendent les enfants gays. C'est un peu ça son dilemme. C'est intéressant finalement, mais c'est complètement éclipsé par tout le drama. Mais du le coming suicide. out d'un enfant qui a des parents de même sexe, c'est rarement mis en scène. Ouais. Puis encore moins quand c'est un coming out d'un enfant. En tout cas, bref, qui a comme un double coming out à faire. Ouais, exactement. Puis là, ça passe en une ligne de dialogue. Absolument. Merci Olivier. Ma question est peut-être en lien avec ce dont on a discuté ce matin, en fait, des potentiels narratifs, des possibilités, en fait, très riches de justement l'idée du temps de la télé, de la sérialité, de la répétition et tout ça. Puis j'ai l'impression que 13 Reasons Why, c'est exactement où est-ce que ça peut go wrong. Quand c'est répété comme ça, un personnage à la fois, qui vont tous vers le même but, parce qu'on commence avec son suicide, malheureusement. Puis là, on va nous faire la brick road de comment est-ce qu'elle s'est rendue là. En fait, je sais pas, je voulais t'entendre peut-être sur justement cette forme qu'on a parlé de la forme de la télé, là, même qu'on a imaginé comme étant tout le temps queer, parce qu'elle avait plusieurs potentiels de position. En fait, pour moi, là, avec ce que tu nous as montré, pour moi, il y a comme, on vient de pogner une barrière. Là. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ben, c'est sûr qu'au premier abord, je pense que la structure temporelle de la série est super intéressante parce que tu as comme les 2 niveaux de narration avec les 2 temporalités, puis tu es dans un jeu de flashback, puis c'est assez intéressant, puis tu as les 2 voix qui s'emboîtent finalement, la voix d'Anna qui part. Puis quand tu commences à regarder ça, ben ça fait en sorte que toute l'histoire d'Anna passe par le filtre de Clay finalement. C'est comme ce qui lui arrive à elle nous impacte par rapport au fait que ça impacte Clay parce que lui avait du désir pour elle qui est frustré. Donc Anna a disparu un peu là-dedans, puis elle a besoin de mourir pour que son histoire devienne intéressante. Tu sais, toute la structure de flashback permet de faire en sorte qu'elle est encore là, mais elle est plus là, elle est décédée. Tu sais. Ça permet de la garder en vie, puis en plus, après ça, dans la 2e saison, elle est rendue une espèce de fantôme qui hante Clay. Elle existe juste faire rapport à Clay, tu sais, ça fait en sorte d'effacer le personnage sans que ça paraisse que le personnage est effacé, mais ça fait quand même qu'elle fait rien dans l'histoire, tu sais. C'est comme une espèce de dérivé de la Manic Pixie Dream Girl qui est là pour faire valoir le gars hétérosexuel qui est en crise de la masculinité. Sauf que là, ben, il tombe pas en amour. Il arrive quelque chose de plus tragique. Ouais. On sent vraiment ça, en fait. Il y a quelque chose de que ça. ces personnages-là, en fait, s'il y avait une autre fin pour Anna, par exemple, justement, être un peu rétro. En tout cas. Ouais, ben je pense que le fait qu'on peut s'entendre que le fait qu'Anna se suicide, la manière que c'est utilisé dans le récit, tout ce qui va mal dans cette série-là part de là. Je pense que c'était pas un enjeu nécessaire. La série aborde pas le suicide tant que ça. Elle aborde pas d'une façon intelligente d'après tout le monde qui s'intéresse à ça. Donc, c'est là où ça prend le bord, finalement. La structure temporelle est intéressante en tant que telle, mais là, c'est vraiment instrumentalisé d'une façon qui est super moralisatrice puis qui est pas très féministe, à mon avis. D'autres questions?
J'aurais deux questions. Je peux? OK. La première question, l'idée de masculinité héroïque, est-ce qu'elle vient d'un auteur ou d'une auteure? Parce que j'ai jamais vu ça dans Connell. Je voyais bien qu'il y avait du Connell derrière ta présentation, mais j'étais contente de cette masculinité-là. Mais je ne sais pas d'où elle vient. De ta tête? Ouais. Ok. C'est un adjectif que j'ai mis pour qualifier. Je sais pas, peut-être que quelqu'un a travaillé là-dessus. J'avoue que j'ai pas vérifié, mais Il y a certaines probablement. idées d'une masculinité alternative ou résistante, mais je trouve ça le fun. C'est positif. Masculinité féministe ou tu sais, quelque chose de se réapproprier ou je sais pas. Ben, on n'est pas loin de ça parce que c'est comme vraiment. Mais le personnage incarne ça, je pense, mais ce que la série lui fait faire dans le récit, nourri en ligne sur le sauveur, tu sais, c'est ça qui est plate. Les personnages sont intéressants, indépendamment du récit, je trouve. Ouais. Mais ce qui fait que la série est le fun aussi, sans être parfaite, là, totalement imparfaite, là, mais. Bon, on s'en fout. Ben, les personnages au moins sont intéressants, puis on peut imaginer d'autres choses, tu sais. L'autre question, c'était, est-ce que vous avez entendu parler du concept de chrononormativité? Donc, ça peut être intéressant dans ce contexte-là. Là. Peut-être, il y a des textes qui peuvent être intéressants. Ouais, Freeman, je sais pas si ça... Ouais. Ça pourrait être intéressant. Si. Oui? Peut-être une petite précision concernant la masculinité héroïque. Moi, je l'avais perçu dans ta présentation comme quelque chose d'un peu négatif. Est-ce que c'était pas le cas? Mon point n'est pas de porter un jugement négatif ou positif, mais je pense que j'essayais de désigner la manière que c'est un peu un cliché, finalement. Parce que c'est ça, j'avais perçu comme la masculinité héroïque, en ce sens que comme l'homme comme sauveur. Il y a quelque chose de ça, ouais. Donc, il y avait un parallèle un peu avec l'idée de la masculinité toxique, mais qu'on met à l'envers. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose comme de super positif non plus, tu sais. C'est ça que tu voulais dire. J'ai pas... Mais je veux dire que c'est un cliché que ça nous ramène à un récit de sauveur, mais je pense pas justement que... Pardon? Ben que c'est pas non plus, c'est ambivalent, non? Ouais, ben... Ouais. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui se crée en opposition. Je veux dire, Clé est un... Je comprends, j'ai pas vu la série. Moi non plus. Clé a l'air d'être un personnage beaucoup plus aimable, malgré cette espèce de stéréotype. Oui, absolument. Il est beaucoup plus aimable et appréciable que l'autre, Tony. Non, pas Tony. Bryce en même temps est vraiment... Le personnage a une seule dimension qui est vraiment faite pour qu'on... Les deux sont très stéréotypés, finalement. Tony, pas Tony, mais Tony aussi, mais Clay est beaucoup plus développé, beaucoup plus riche que Bryce. Bryce, on n'a aucun moment où on peut s'attacher à Bryce d'aucune façon, à part peut-être une scène où il est enfant, tu sais, mais ce qui nous ramène à quelque chose de super hétéronormatif. Il est monolithique dans sa méchanceté, absolument aucune nuance. Ça aurait été à la limite intéressant d'avoir un violeur qui fasse semblant de ne pas être méchant, pour vraiment faire voir ce que c'est un violeur. C'est quelqu'un qui paraît normal dans la vie de tous les jours. C'est pas forcément un gamin de riche américain complètement pourri par l'argent et par son manque d'empathie, son manque de principe. Ouais. C'est là où je pense que la série a échoué dans son message. Et un violeur, ça ne ressemble pas à ça. Ouais, ça devient simpliste. Puis en plus, après ça, tous les autres personnages peuvent avoir une rédemption dans la condition où lui continue d'être le méchant, puis il se revire tout contre lui. Fait que c'est... Au début, ça apporte la culture du viol, puis à la fin, on se retrouve avec un gros méchant dont tout part, puis ça individualise complètement. Donc... C'est souvent des thématiques qui se reproduisent quand il y a comme t'as une personne qui va incarner l'oppression ultime, là. Genre raciste, homophobe, machiste, etc. Puis dans ce cas-ci, en plus, c'est un violeur, mais on va vraiment souvent l'incarner dans une seule personne qui va être détestable à un point où est-ce qu'on se justifie de ne pas C'est ça, tellement un gros trait qu'on les autres personnages peuvent s'en laver les mains, ça fait partie de ça. Alors que la série part à l'inverse de ça. Ça fait partie de la culture du viol aussi. Ça, la série part avec le slut-shaming, puis avec tout le monde de sa part de responsabilité, puis là, ça finit vraiment que tout finalement partait de Bryce. Ouais, ça dépend. Ça dépend peut-être de Touching Reasons Why, mais je me demandais si vous aviez vu la série Le Monstre. Moi, ça m'avait fait un peu ça même. Ça a vraiment fait un gros... C'est sur la violence conjugale au Québec. Puis ça aussi, j'avais l'impression que c'était vraiment... Ça démonisait vraiment l'oppresseur, celui qui faisait la violence conjugale, puis il n'y avait pas du tout de nuance. On voyait pas du tout l'aspect plus complexe de la personne qui commet les violences conjugales. Ouais. Je ne sais pas si vous aviez des... J'étais curieuse, puisque j'en avais pas parlé. Moi, je l'ai pas vu. Moi, je peux pas dire.
Personne va le regarder. Donc, merci beaucoup. Merci.